Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous en ce jour, samedi 12 mars 2025. Vous savez que nous avons ce rendez-vous et chaque samedi, nous devons l'honorer. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner quelques informations avant que nous allions à la thématique essentielle. Informations qui vous permettront d'être édifiés sur un certain nombre de choses. La plupart des informations, vous les connaissez, mais vous savez également pourquoi nous revenons là-dessus. La première information sur laquelle nous allons revenir, c'est ce problème que les Congolais connaissent. C'est l'annulation pure et simple de tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda. Nous y sommes revenus. Nous avons dit et redit que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont violemment rejeté ces accords. Ils ont dit non à la vente de terres, non à la cession, sous quelque forme que ce soit des terres rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Et ils ont eu raison de le faire. Malheureusement, nous constatons que les gouvernements qui ont négocié et signé ces accords ne veulent pas entendre la voix des Congolais. Ce qui est triste pour nous, ce qui est véritablement dommage. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis aux diplomates rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de 2 projets, qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial d'Omaruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Nous en sommes surtout attristés parce que le Premier ministre a lui-même développé les arguments qui faisaient que le gouvernement devait prendre des textes réglementaires pour d'abord mettre fin à l'autorisation expresse d'occuper du ranch de Matsambi, et ensuite rendre caduques, déclarer caduques les autorisations provisoires
d'occuper? Le premier, il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengu et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Massangi Ayama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Qui ont été autorisées à 5 espaces précis. Nous continuons, mais nous n'allons pas cesser de revenir sur ce problème aussi longtemps que les gouvernants n'auront pas suivi et accepté la volonté du peuple congolais qui s'est traduite à plusieurs reprises et le gouvernement de ça. Donc voilà la première information. La deuxième information qui est également préoccupante, elle est relative à la dette publique. La Caisse congolaise d'amortissement a publié son bulletin statistique sur la dette publique au 31 décembre 2024. Et nous avons découvert que cette dette au 31 décembre 2024 est de 8 530 milliards. Il semble qu'elle représente 94,79% de notre produit intérieur, tout en sachant qu'elle était de 8 516 milliards au 31 décembre 2023. Ce qui fait que ça représentait à peu près 97% de notre PIB. On pourrait dire qu'il y a une évolution du point de vue du pourcentage. Mais en réalité, le problème n'est pas résolu. Et cette dette, en fait, elle se compose. Elle a une composante forte qui est la composante de la dette intérieure, qui est de 5 179 milliards. C'est extrêmement important. Et pourtant, nous avons besoin du règlement de cette dette intérieure pour relancer notre économie, pour régler le problème de la consommation avec un certain nombre de ménages, mais nous n'en sommes pas encore si près que ça. Et quand on regarde l'évolution, pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous rappelons aux Congolais qu'en 2010, notre dette avait été ramenée à 1 565 milliards de francs CFA et ça représentait près de 25,70% de notre produit intérieur brut. Elle a évolué en 2015 pour atteindre 3 036 milliards de francs CFA. Elle a continué à évoluer en 2020 pour atteindre 16 milliards de francs CFA. Et les chiffres de 2023, vous connaissez 8 516 milliards et enfin 8 530 milliards. Donc, nous avons ce problème de la dette. Il n'est pas réglé. Alors qu'à la conférence nationale, il était apparu clairement que c'était un boulot d'étranglement et que cela bloquait le développement et la venue de notre pays. Je crois qu'il faut que ce problème soit pris à bras le corps, surtout que maintenant
nous vivons des situations extrêmement difficiles. Qu'est-ce que la dette publique? Au quotidien, l'État, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale assurent un grand nombre de services publics, comme l'éducation, la santé ou la sécurité. Pour financer les dépenses liées à ces services, les administrations publiques disposent d'un budget alimenté par des recettes, principalement les impôts et les cotisations sociales. Certaines recettes et dépenses varient en fonction de la situation économique. Si la richesse nationale, mesurée par le PIB, augmente, alors les impôts, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, rapportent davantage de recettes à l'État. À l'inverse, lorsque le PIB diminue et que le chômage s'accroît, les recettes s'amenuisent et les dépenses sociales augmentent. La différence entre les dépenses et les recettes s'appelle le solde budgétaire. Si les recettes dépassent les dépenses, le budget est en excédent. Si les dépenses dépassent les recettes, le budget est en déficit. Les administrations publiques doivent alors emprunter cette différence pour financer le déficit. Le nouvel emprunt s'ajoute à la dette publique, c'est-à-dire aux emprunts qu'elles ont contractés année après année et qu'elles n'ont pas encore remboursés. La dette publique peut servir à soutenir l'économie dans les périodes de faible activité ou à financer des dépenses utiles pour l'avenir. Cependant, les administrations publiques doivent rester vigilantes quant à leur niveau d'endettement. En effet, un endettement trop élevé comporte des risques, notamment de dépendance accrue vis-à-vis des prêteurs, et peut même devenir insoutenable. Il est difficile de définir un niveau maximum d'endettement. Mais comment la dette peut-elle devenir insoutenable? Cela dépend d'abord des décisions prises sur les dépenses et les recettes publiques. Ainsi, augmenter les dépenses et diminuer les recettes tend à augmenter la dette. Mais le taux d'intérêt de la dette et le taux de croissance de l'économie jouent aussi un rôle majeur dans l'évolution de la dette. Quand le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, la dette tend mécaniquement à augmenter. On parle d'effet boule de neige. Les taux d'intérêt auxquels l'État et d'autres acteurs publics peuvent emprunter dépendent notamment du niveau de confiance dans la santé économique du pays. En effet, plus les prêteurs sont confiants, plus ils acceptent de prêter à des taux d'intérêt bas. Enfin, la dette publique est plus ou moins soutenable selon le type de dépenses qu'elle sert à financer. Par exemple, financer des projets d'avenir accroît le potentiel économique du pays et renforce à terme ses capacités de remboursement. La dette est donc un élément important à prendre en compte dans la politique budgétaire d'un pays. Il faut y recourir avec précaution. Et je pense que nous allons y revenir en abordant le point qui vient après. Et le point qui vient après, vous connaissez également, on va le présenter sous un autre contexte, c'est le message sur l'état de la nation qui a été fait par le président de la République le 28 novembre 2024, message au cours duquel il avait révélé que s'agissant des bourses, il fallait 3 milliards par an pour payer les bourses et non les 9 milliards qui étaient exigés par les services. Et il s'est demandé si le différentiel de 6 milliards se dissipait chaque année sans jamais laisser de place. Face aux deux chambres du Parlement réunies au Congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces?
Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et ça a été pour les Congolais la découverte d'un nouveau scandale économique et financier pour lequel ils ont élevé des voix pour demander que cette affaire soit amenée au niveau de la justice, que les responsables de ce nouveau scandale économique et financier soient traduits devant la justice, soient présentés au tribunal. Évidemment, nous avons suivi comme en matière de diversion. Le Premier ministre qui a tenté de dire qu'il fallait une enquête administrative, mais il y a plus de 4 mois qu'il en a parlé, enquête administrative ou pas. Les chiffres donnés par le président de la République étaient tellement clairs et forts, et nous savons qu'ils avaient été obtenus à partir du travail des services qui passent tout leur temps à mettre au point des choses sur ce domaine. Donc nous avons cette situation et finalement nous avons appris que la société civile s'est battue pour déposer une plainte. Vous savez qu'en 2023, ils avaient déjà déposé une plainte relative à la disparition, soi-disant, des 14 000 milliards d'excédents budgétaires, l'argent qui était destiné aux générations futures. Évidemment, nous continuons de suivre, nous allons chercher des informations sur cette situation, parce que le Premier ministre s'était hasardé à dire sur un plateau de télévision congolaise qu'au Congo, il n'y a pas de plainte qui était portée. Alors, comme le disait Trésor Nzila, selon lui, la mauvaise gouvernance serait la principale cause des problèmes économiques et sociaux du Congo, notamment la gestion des ressources pétrolières. Dans une enquête publiée au mois de janvier, le quotidien français Libération avait parlé d'un système de pillage organisé. Je vous propose de regarder un résumé commenté par Laure de Matos et on en reparle. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. Une réaction sur cette affaire. Que voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or? Connaissez-vous cette histoire? Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un enfant qui est né avec une dent en or et les savants, les chercheurs se mettent chaque mois, chaque année à publier des documents, des ouvrages, des articles sur l'origine mythique ou même mystique de cet enfant pour se poser la question a posteriori. Le gouvernement du Congo a parlé de diffamation, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas besoin de dire que c'est de la diffamation, non. Je vous parle. Mais par contre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Depuis longtemps qu'on nous parle de telles affaires, nous n'avons jamais vu une action judiciaire être commise au Congo pour enquêter les situations dans le territoire sur lequel ces problèmes se passent avant de produire un rapport. Et c'est là le problème. Parce que la société civile qui a porté plainte, mais s'est heurtée à beaucoup de difficultés pour que cette plainte puisse être acceptée au niveau des services de la justice. Et nous nous posons la question, la justice est-elle indépendante, oui ou non? Et il n'est pas normal que pour des sujets de ce genre, qu'on puisse être heurté à des difficultés. Finalement, devant le refus, dans un premier temps, de prendre cette plainte, sinon de recevoir cette plainte par les services de la justice, la société civile a dû recourir à un huissier
qui a déposé la plainte, mais qui lui aussi a constaté qu'il y avait des difficultés parce que, semble-t-il, qu'au niveau de la doyenne des juges, on aurait souhaité que ce type de plainte soit déposé au niveau du parquet. Mais nous savons bien qu'une fois que c'est dans les services, c'est à ce niveau-là que ça doit pouvoir être. Donc, nous sommes heureux qu'une plainte ait été déposée. Nous avons été heureux qu'une plainte ait été déposée relativement aux 14 000 milliards, mais nous suivons cette situation dans le contexte actuel, qui est un contexte extrêmement difficile. Mais après ça, nous voulons vous donner l'information. Lundi dernier, le cours du pétrole américain en dollars a chuté en dessous des 60 dollars à peu près. Le pétrole chute à son plus bas niveau depuis 4 ans alors que la demande mondiale vacille. Actu Finance. Les prix du pétrole ont plongé sous la barre des 60 $ le baril pour atteindre leur niveau le plus bas en 4 ans, suite à l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur les importations chinoises menacent directement la demande mondiale en énergie, alors que la Chine reste le plus grand importateur de brut au monde. Cette baisse dramatique reflète une inquiétude croissante quant à une éventuelle récession mondiale qui pourrait freiner la consommation dans les secteurs clés comme le transport et la logistique. Économiquement, cela pourrait affecter gravement les pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, tandis que socialement, cela risque d'entraîner des pertes d'emplois dans l'industrie énergétique globale. Politiquement, cette situation met en lumière la fragilité des relations commerciales internationales et pourrait inciter certains pays à chercher des alternatives énergétiques plus durables. C'est très préoccupant parce que vous savez que le pétrole occupe une part importante dans l'économie congolaise. Le pétrole apporte une contribution extrêmement importante dans le budget du Congo et nous devons essayer d'avancer. Je vous rappelle que nous avons arrêté en recette le budget du Congo à 2550 milliards de francs CFA, dont 1231 milliards de recettes pétrolières, ce qui représente à peu près 48%, disons à peu près 50%. Donc, s'il y a baisse, comme ça semble s'annoncer, ça doit être une véritable préoccupation pour les gouvernants congolais. Et il faut qu'on regarde, que l'on regarde pour que l'on avance et qu'il n'y ait véritablement pas de problème là-dessus. Parce que, à notre avis, c'est une question qui touche le budget, c'est une question qui touche l'amélioration des conditions de vie, c'est une question extrêmement préoccupante. Alors, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais le premier réflexe, c'est de se demander quel sera l'impact sur l'élaboration de nos budgets. Nécessairement, nous risquons d'avoir un grand trou. Comment le combler, ce trou? Et assez souvent, nous avons indiqué au niveau des gouvernants que pour essayer de boucher ce trou, mais il faut aller à la réduction du train de vie de l'État. On ne va pas continuer à répéter les mêmes choses sans que les gouvernants ne puissent apporter une attention particulière à cela. Nous avons un autre créneau, c'est la lutte contre la corruption. Et nous ne comprenons pas quels sont les problèmes des gouvernants pour ne pas mener la lutte contre la corruption. Et nous sommes convaincus, nous rappelons ici que l'indice de perception de la corruption du Congo est de 23 sur 100, véritablement médiocre au Congo. Et ça devrait nous pousser pour que nous nous attaquons à ces problèmes et que nous nous attaquons aux fonds qui ont été dilapidés du trésor public. Évidemment, nous constatons fort malheureusement que les gouvernements ont choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Les 6 milliards vous en donnent un exemple extrêmement frappant. J'espère qu'avec la plainte, nous avancerons. Et le faisant, les gouvernants ont choisi de plonger, je dis bien de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Congo. Pour avoir de l'eau, c'est des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut
Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. On ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Et ça nous fait penser, pourquoi alors il y a des voix qui se lèvent pour demander que le président Denis Sassou Nguesso, qui est en même temps président du Parti congolais du travail, fasse acte de candidature. Si tant que les éléments que nous évoquons font partie de son bilan, il faut apparaître que son bilan est fortement négatif et qu'on ne devrait pratiquement rien attendre de ça. Est-ce que c'est un nouveau mandat qui fera que les choses changent? À notre avis, nous pensons que non. C'est pour ça que chaque fois que nous le pouvons, nous interpellons le gouvernement. Nous exhortons le président de la République à accorder une attention particulière à la lutte contre la corruption, à accorder une attention particulière sur les dossiers. Ils sont nombreux, ils sont connus. Et nous ne cesserons de les répéter. Il y a le dossier de 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Il y a le dossier du FIGA, il y a le dossier des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture, il y a les révélations faites par les Panama Papers sur 6 Congolais qui détiendraient près de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Le 3 avril, 109 médias du monde entier révélaient les résultats de leur enquête sur la plus grosse fuite de données jamais exploitée, les Panama Papers. Mais de quoi s'agit-il exactement? Que révèle cette fuite et qui est impliqué? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Les Panama Papers, c'est 2,6 téraoctets de données. Ça correspond à 2600 gigas ou en gros, pour faire simple, 1700 épisodes de House of Cards ou encore 520 000 téléchargements du dernier hit de Maître Gims. Alors forcément, quand le quotidien Süddeutsche Zeitung reçoit tous ces fichiers, il réalise assez rapidement qu'il va avoir besoin d'aide. Il fait alors appel au Consortium international des journalistes d'investigation, un organisme chargé justement de permettre à des dizaines de médias d'enquêter et de travailler ensemble. Alors, que contiennent exactement ces millions de fichiers? Eh bien, ils mettent la lumière sur 214 488 structures offshore. Une société offshore, c'est une société domiciliée dans un pays où la réglementation et la fiscalité est très avantageuse pour les entreprises. Le taux d'imposition est faible, la création de ces entreprises est très simple et le contrôle de l'identité des individus les créant est peu rigoureux. Les sociétés offshore se trouvent donc dans des petits états tels que les îles Vierges britanniques, les Seychelles ou encore, vous l'aurez compris, Panama. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles n'exercent pas une réelle activité dans ces paradis fiscaux. Pour la plupart d'entre eux, ce n'est rien de plus qu'un compte bancaire. Et là, vous vous demandez sûrement si créer une société offshore est illégal. Alors en théorie non, vous avez le droit de créer une société offshore, mais ce qui est illégal, c'est l'utilisation souvent frauduleuse qui en est faite. Concrètement, une société offshore est souvent utilisée comme moyen de fraude fiscale pour échapper à l'impôt en dissimulant des fonds dans cette société de façon anonyme. Mais les paradis fiscaux sont aussi
aussi utilisé par des élites politiques qui, craignant un coup d'État ou une instabilité économique, préfèrent dissimuler leur argent pour le protéger. Pour mieux comprendre cela, voyons le parcours d'un individu qui souhaite créer une société offshore. Souvent, il est conseillé par un avocat fiscaliste qui ne va pas lui-même créer l'entreprise, mais qui va jouer l'intermédiaire avec un cabinet. Le cabinet dont il est question dans les Panama Papers, c'est le cabinet Mossack Fonseca. Ce dernier va définir le meilleur endroit pour créer la société offshore et surtout, il va permettre aux créateurs de cette société d'être parfaitement dissimulés. Pour ce faire, le cabinet fait appel à des prête-noms qui vont gérer tout l'aspect administratif de ces sociétés à la place du patron. De cette façon, le client peut effectuer toutes les opérations de la société offshore en passant par le cabinet qui va les effectuer sous une autre identité. Ces prête-noms sont parfaitement fictifs, si bien que l'on trouve les mêmes dans des milliers d'entreprises. Comme je l'ai dit, les 2,6 téraoctets de données proviennent des archives de Mossack Fonseca et ils révèlent donc le nom des individus étant passés par ce cabinet pour créer leur société offshore. Il y a les 160 milliards qui auraient été détournés au niveau du ministère de la Santé et de la Population. 160 milliards. Et nous sommes surpris que le gouvernement soit silencieux et qu'ils aient, bon, je ne sais pas, je parle même d'audace de venir expliquer soit au niveau du Sénat, expliquer aux Congolais à travers soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas d'argent. Non. C'est vous qui ne voulez pas régler les problèmes des Congolais. Évidemment, ça se comprend. Si les gouvernements sentent que ce sont eux-mêmes qui sont pris dans ces problèmes, évidemment, mais ça, c'est aux Congolais de se lever. C'est aux Congolais d'assumer le destin de leur pays. Maintenant, sur ce créneau, le dernier aspect que je vais évoquer, et je me réfère à la déclaration qui a été faite par le directeur général des douanes devant la commission économie, finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée, où il a révélé au niveau des recettes douanières, c'est véritablement scandaleux. C'est pour ça qu'il a lancé un cri d'alarme pour que nous œuvrons pour sauver le Congo. Et il a révélé que pour la période 2023-2024, les exonérations douanières s'élevaient à 600 milliards de francs CFA, alors que dans le même temps, on peinait à atteindre 180 milliards de francs CFA. Donc, il y a autant de niches qui devraient permettre au gouvernement de régler les problèmes. Parce qu'un analyste s'est permis de dire, et lorsqu'on se réfère sur la même question des impôts, évidemment, les exonérations fiscales s'élèvent aux impôts entre 1200 et 1500 milliards. Donc, nous avons bien des niches que nous pouvons utiliser pour combler le vide qui apparaîtrait du fait de la chute du pétrole. Parce que le monde, ça devient véritablement incertain. Et dans la guerre commerciale que se livrent les grandes puissances, nous ne savons pas parce que les paramètres qui sont liés au pétrole sont des paramètres exogènes en ce qui nous concerne. Donc, nous sommes obligés de nous adapter. Et c'est pour ça que l'aspect de la diversification économique est extrêmement important. Il faut que nous avancions. Donc, après avoir fait ces quelques rappels et après avoir donné ces informations, je vais à la thématique de ce jour, qui est plus ou moins liée à l'actualité. Et l'actualité, c'est la gouvernance électorale. Parce que nous constatons que le ministre de l'Intérieur est en train de poser un certain nombre d'actes, alors que les problèmes essentiels et fondamentaux ne sont pas réglés. Vous me direz, mais quels sont ces problèmes essentiels et fondamentaux? Le premier problème que je pose, qui devrait apparaître très nettement, c'est que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Nous y sommes revenus. Le pouvoir et le Parti congolais du travail ont plutôt choisi le silence. Et le silence n'est pas la résolution de ce problème. Et je rappelle aux téléspectateurs, je rappelle au gouvernement qu'en 2020, un citoyen avait introduit un recours sur cette situation au niveau de la Cour constitutionnelle. Celle-ci s'est déclarée incompétente, mais a choisi d'en faire une notification aux plus hautes autorités de l'État, parmi lesquelles le ministre de l'Intérieur. Donc le ministre Boulou est bien informé depuis 2020 que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle.
que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. L'état de droit est un concept qui s'est progressivement défini à travers l'histoire. Ses origines remontent à la Magna Carta de 1215, c'est-à-dire la première grande charte des libertés. Celle-ci représente les premiers balbutiements du concept de l'état de droit, puisqu'elle instaure quelques principes limitant l'arbitraire du pouvoir royal. De plus, soulignons le rôle de la Révolution française dans l'émergence du concept de l'état de droit. Elle a permis de redéfinir les pouvoirs attribués à l'exécutif en établissant une distinction, c'est-à-dire une dissociation, entre le pouvoir lui-même et les individus exerçant ce pouvoir. L'état de droit peut se définir comme un système de normes juridiques constituant des remparts contre l'exercice arbitraire du pouvoir, c'est-à-dire d'éviter toute domination fondée uniquement sur la force. Cela suppose l'existence d'un droit connu afin de créer des lois précises, connues de tous et impersonnelles, auxquelles personne ne peut échapper, sans quoi une sanction sera appliquée. Autrement dit, l'état de droit prévoit que nul ne doit être au-dessus de la loi, y compris et surtout les individus qui travaillent au service de l'État. Il limite ainsi les pouvoirs de l'État face à la population afin de garantir la souveraineté du peuple et l'égalité entre les individus, et ce, peu importe leur statut ou fonction qu'ils occupent. À la lumière de cette définition, il est possible d'en dégager 4 principes fondamentaux. Premièrement, l'état de droit suppose l'existence de normes juridiques hiérarchisées où chacune des normes se soumet aux normes supérieures qui la valident. De cette façon, il existe au sommet de la pyramide une loi suprême à laquelle chacune des normes inférieures s'y rattache, la Constitution du pays, par exemple la Constitution américaine ou encore la Constitution française. La hiérarchie des normes compte ensuite les engagements internationaux du pays, les lois, les règlements, puis les décisions administratives. Bien sûr, l'ensemble de ces normes doivent être effectives sur le territoire même de l'État. Par exemple, les lois promulguées et appliquées en Allemagne ne sont pas applicables en Espagne et vice-versa. Deuxièmement, tous sont égaux devant la loi. Cela signifie que chaque individu, tout comme le gouvernement et ses mandataires, sont soumis à la loi. Par exemple, le chef de l'État britannique est tout autant assujetti aux lois qu'une policière ou une enseignante. Ce principe inclut la possibilité pour tous de contester une norme juridique lorsque celle-ci n'est pas jugée conforme. Troisièmement, le droit est prévisible et connu de tous. Cela permet d'assurer la stabilité des normes applicables et d'assurer des droits et libertés fondamentales à tout un chacun. Ainsi, l'ensemble des normes juridiques doivent être claires et rendues publiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être accessibles à la population. Quatrièmement, l'état de droit exige l'indépendance judiciaire. Cela implique le droit d'accès à un système de justice indépendant et impartial, une représentation efficace et juste devant les tribunaux, mais aussi une application identique du droit pour tout administrer. D'une part, cela exige une séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. D'autre part, cela signifie que toute transgression de la loi entraîne des sanctions égales pour tout individu. Par conséquent, cela suppose que tous sont traités selon les principes de l'égalité et d'égalité. Et nous allons y revenir parce que nous allons faire des commentaires là. Donc, sur cette base, nous avons voulu que la thématique d'aujourd'hui se porte sur notre volonté de mettre à nu les manigances du pouvoir en ce qui concerne la gouvernance électorale. Je dis bien mettre à nu les manigances du pouvoir en ce qui concerne la gouvernance électorale. Et pour ça, je vais me référer un peu à quelques notes que j'ai prises en guise de rappel sur cette situation, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, et le ministre le sait, il y a eu près de 7 concertations, je dirais, près de 7 mascarades de concertation dans notre pays qui n'ont en rien amélioré la situation. Mais je vais essayer de faire un bref rappel à partir des notes que j'ai prises sur la situation, soi-disant, des recommandations qui ont été faites par ces mascarades de concertation qui étaient très souvent importantes, mais qui n'ont jamais été exécutées, qui n'ont jamais été appliquées. C'est ainsi que je note qu'en 2009, parce qu'il y a eu 7 concertations, 2009, et on va les parcourir, et ensuite 2011, 2013, 2015, 2017,
En ce qui concerne 2009, j'ai retenu juste 3 recommandations qui avaient été faites. La première, c'est l'égal accès de toutes les sensibilités politiques dans les médias d'État. Je dis bien l'égal accès de toutes les sensibilités politiques aux médias d'État. Sachez que les médias d'État sont exclusivement réservés au culte de la personnalité, au pouvoir, au Parti congolais du travail, et les partis de l'opposition n'y passent généralement. Et pourtant, depuis 2009, il y a une recommandation qui a été faite, mais cette recommandation n'intéresse absolument personne. Dieu merci, et je l'ai dit à l'attention du gouvernement, grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à contourner cette manœuvre, et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons nous exprimer, et je crois que nous avons un niveau de suivi extrêmement important. Toujours par rapport à 2009, il y avait une recommandation sur le recours au dialogue comme moyen de règlement des conflits. Recours au dialogue. Et vous savez que les gouverneurs actuels ont bricolé les concertations nationales qui n'ont aucune base juridique. N'ont aucune base juridique. Et on constate, par exemple, depuis 2015, puisque la Constitution du 25 octobre 2015 a institué le Conseil national du dialogue comme organe de négociation, organe d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Mais cela ne se passe pas. Et le gouvernement préfère assez souvent faire du dipolage avec les concertations. J'ose espérer qu'il n'y aura plus de concertation comme cela s'est passé. Maintenant, la troisième recommandation, etc., je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, mais il faut attirer l'attention là-dessus à la force publique, c'est la neutralité de la force publique. Ensuite, en 2011, il a été fait une recommandation très importante au gouvernement. C'est l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis afin d'éviter la précipitation. Mais le gouvernement ne fait pas de timing. C'est pour ça qu'il y a la précipitation. Et tout à l'heure, nous allons voir que le gouvernement venait de nommer les préfets. Ils ne sont même pas encore installés. On les a déjà conviés à une concertation. C'est la précipitation parce que le ministre de l'Intérieur se sent certainement dans une situation de blocage et il pense qu'il faut accélérer les choses. Mais accélérant les choses, il croit tromper les Congolais. Mais les Congolais seront vigilants cette fois-ci. Donc voilà pour ce qui est des veaux. Maintenant, ensuite, s'agissant des veaux, il avait été recommandé la diligence de la procédure d'adoption et de promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales. Je le dis parce que cette recommandation a été lancée depuis 2011 à Evo et jusqu'à présent, ce texte n'a jamais été pris. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'incompétence? Est-ce que c'est le manque de volonté politique? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est véritablement le problème qui se pose. Après, je passe à Belize parce que je n'ai relevé qu'un échantillon de mesures. Après, je passe à Belize. Au niveau de Belize, ce qui a été dit est extrêmement important. Parce qu'il a été dit ceci, que la méthodologie de détermination du corps électoral, selon proposée par l'administration, consistant à déterminer le corps électoral par la révision des listes électorales, ne permet pas la mise à jour du fichier électoral. Mais posons-nous la question, pourquoi le ministre de l'Intérieur recourt toujours à cette méthodologie, alors qu'il sait que cette démarche ne permet pas une bonne mise à jour du fichier électoral. Il y a anguille sous roche. Et c'est pour ça que nous allons revenir tout à l'heure sur ces questions pour que nous percions l'accès et que nous essayons d'avancer. Maintenant, l'autre point qui a été évoqué à Belize, c'est que l'organisation des élections apaisées, libres, transparentes et crédibles, ainsi que la préservation de la paix sociale, dépendent d'une bonne maîtrise du corps électoral. Est-ce qu'il y a la maîtrise du corps électoral? C'est non. Parce que quand les gens se sont retrouvés à Madibou, ils se sont séparés en queue de poisson. Parce qu'il a été dit clairement
qu'il n'y avait pas eu de point d'accord sur 3 points essentiels. C'était la maîtrise du corps électoral. C'était la mise en place d'une véritable commission nationale électorale indépendante. C'était encore une fois le problème de la promulgation de la loi sur le financement des campagnes. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais à Belize, on a évoqué également le problème de l'établissement des cartes biométriques avec des photos. Cela a été subordonné à la réalisation du recensement, mais je peux vous dire que lorsqu'on a jeté un coup d'œil à ce recensement, nous y reviendrons parce que nous allons nous pencher sur l'analyse des données de ce recensement. Et évidemment, on nous dira que la biométrie ne sera pas possible d'être faite. Ça veut tout simplement dire que les gouvernants actuels ont des problèmes, mais on aurait pu contourner la difficulté. Je suis statisticien et on a eu le fichier au niveau du recensement général de la population de l'habitat. On aurait pu travailler avec les informaticiens pour soutirer là-dedans le sous-fichier des enfants qui, à partir du 1er janvier 2026, allaient avoir 18 ans. Et on allait travailler pour améliorer et avoir une base de données sur laquelle on allait travailler. Mais vous avez vu que le ministre de l'Intérieur a déjà sorti des circulaires auprès des préfets pour qu'ils se préparent à la révision des listes électorales, tout en sachant que ça ne réglera pas le problème ni de la fiabilité des listes électorales, ni de la maîtrise du corps électoral. Pour la division, on a toujours parlé de la promulgation de cette loi, mais on n'a toujours rien vu. Maintenant, à Sibiti, on est venu pour réaffirmer l'affaire de la biométrie, qu'il fallait que la biométrie se fasse. Mais vous savez bien que jusqu'à présent, on n'en parle plus. On a parlé du rôle des médias qui doit être affirmé. Jusqu'à présent, on n'ouvre pas les médias à l'opposition. De sorte que sur Télé Congo, vous ne pouvez... Un média d'État qui est confisqué par les gouvernants, par le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi, pour faire leur politique, pour faire le culte de la personnalité. Nous n'y sommes pas. Bon, évidemment, à chaque concertation qui a été faite, on est revenu sur ce problème de financer, de promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales. En 2017, on est revenu sur ce même problème. Mais en 2017, on a insisté sur l'application effective de la loi sur les partis. Et c'est là que le bas blesse, parce que si on l'appliquait correctement, le Parti congolais du travail n'aurait pas été déclaré parti conforme à la loi. Et ensuite, on a reparlé de l'introduction de la biométrie qui avait déjà été évoquée en 2013, mais qui était subordonnée à la réalisation d'un recensement pour que nous savions de la loi. Maintenant, après Sibiti, en 2020, on s'est retrouvé à Matibou. Et je dis que le grand problème à Matibou, c'est qu'on ne s'est pas accordé. Ceux qui étaient ne se sont pas accordés sur le problème de l'indépendance de la commission électorale nationale indépendante. Ensuite, on ne s'est pas accordé sur le problème de la maîtrise du corps électoral et de la fiabilité des listes électorales. On ne s'est pas accordé sur la loi, le texte portant sur le financement des campagnes électorales. Et en 2020, on s'est retrouvé, cette fois-ci à Matibou. En 2022, on s'est retrouvé à Ouando. C'était la même chose. C'est pratiquement la même redite, etc. Peut-être qu'en 2017, on a pratiquement abordé toutes ces questions. La conclusion qui se dégage, je sais pas. Le ministre Moulou s'occupe des questions électorales depuis 2007, 2009, parce que la seule élection qu'il n'a pas organisée, ce sont les élections de 2007. Mais depuis 2009 jusqu'à ce jour, c'est là. Et nous constatons que les mascarades de concertation électorale n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Sous d'autres cieux, on aurait pu dire qu'il faut, à mon avis, essayer de changer la tête du département. Mais ça, je crois que le pouvoir actuel. Et quand je vois ce qui se passe, j'ai le sentiment que le ministre Moulou joue un rôle extrêmement important. Et c'est ce qui va apparaître dans ce que nous allons développer. Il joue un rôle important dans le dispositif du Parti congolais du travail en ce qui concerne la préparation
de l'élection électorale. C'est pour ça qu'il prend souvent du plaisir à dire que le ministère de l'Intérieur a la responsabilité de préparer un certain nombre d'opérations préélectorales et électorales. Mais quand on fait le bilan de cette concertation qui a eu lieu, on peut dire au ministre Boulou qu'il a lamentablement échoué et qu'en réalité, ça n'a pas fait avancer la gouvernance électorale. Et on aurait pu dire qu'on est resté au même niveau. Je crois qu'on a même régressé. Et c'est véritablement dommage. L'échec est patent, mais on garde les mêmes et on recommence. C'est dommage. C'est vrai, il faut dire aussi à la population, aux téléspectateurs, que le ministre Mbelou n'a pas organisé des élections, je crois en 2020. Je crois l'élection, les législatives et les locales de 2022, c'était le ministre Mbaka, mais immédiatement après, le ministre Mbelou est revenu là. Donc, c'est lui qui a la grande responsabilité de la situation à ce niveau. Et je crois qu'il faut le faire. Maintenant, si on regarde les autres aspects, sur la thématique que nous avons évoquée, il y a un certain nombre de problèmes généraux qui se posent, que les gouvernants ne veulent pas, ils n'osent pas aborder, qu'ils n'abordent même pas devant leurs militants et devant les problèmes. Quels sont ces problèmes? Le premier problème, c'est que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Nous avons eu le loisir de l'expliquer en long et en large. Le deuxième aspect, c'est que le président de la République est président du Parti congolais du travail. Et de cet aspect découle une question extrêmement importante. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut préparer et organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées? La réponse que je donne est non. La réponse que je donne est non. Et malheureusement, on continue à faire. C'est pour ça que pour essayer d'expliquer ce point, je passe au point suivant qui est relatif à la conformité à la loi. Le ministre Mbelou a sorti un texte pour parler de la conformité à la loi, des partis politiques à la loi. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il devrait parler de la conformité des partis en général. Et je l'ai vu lors du débat au Sénat sur le projet de loi relatif à la loi sur les partis, dire qu'il y avait 45 partis qui sont conformes à la loi et qui prendront part à la concertation nationale. C'est pour ça qu'il faut préciser un certain nombre de choses au ministre Mbelou. D'abord, il faut dire au ministre Mbelou et aux gouvernants et aux membres du Parti congolais du travail que la concertation nationale initiée et réalisée depuis 2002 n'a aucune base juridique. N'a aucune base juridique. Et aujourd'hui, avec le texte de la Constitution qu'on a, on sait que les articles 227 et 228 ont institué le Conseil national du dialogue, organe de réconciliation, organe d'apaisement, organe de recherche et de consensus entre les forces vives de la nation. Maintenant, je pose la question au ministre Mbelou, je pose la question au gouvernement. Pourquoi depuis 2015, le Conseil national du dialogue n'est pas formellement mis en place? Alors on sait que ce Conseil, selon la Constitution, devait se réunir et examiner tous les problèmes politiques d'intérêt national. La gouvernance électorale, ce n'est pas un problème politique d'intérêt national. Pourquoi le ministre Mbelou veut s'en accaparer? Mais d'après les textes, ce n'est pas à ce niveau que ça devrait se faire. Surtout que nous avons prouvé que les concertations faites de 2009 à 2022 n'ont en rien amélioré la situation de la gouvernance électorale. C'est pour ça que nous disons au ministre Mbelou. Quand il dit qu'il y a 45 partis et qu'ils ne prendront pas dans la concertation, mais le ministre Mbelou, il faut qu'il sache, la concertation nationale se réunira sur quelle base? Alors vous allez continuer. Le président viole la Constitution. Vous violez les textes et vous ne faites rien ensuite pour les faire respecter. Et non, ce n'est véritablement pas possible. Et moi, je suis convaincu que dans les 45 partis retenus soi-disant par le ministre Mbelou, il a fait figurer en tant que membre du bureau politique du Parti congolais du travail, en très bonne place, le Parti congolais du travail. Mais ce n'est pas le seul parti sur la liste qui n'est pas en conformité avec la loi. Et j'attire l'attention du ministre Mbelou. Parce que quand je prends un texte du genre de l'arrêté 13205 du 21 octobre 2020, mais le ministre Mbelou a posé un acte extrêmement grave.
il a placé en bonne et très haute place le Parti congolais du travail comme le parti conforme à la loi, alors qu'il sait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mais, monsieur le ministre, je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas ce que diraient les hommes de droit, mais nous autres, on dirait que c'est de la fraude, c'est la tricherie. Et on ne devrait pas rester silencieux. On devrait même se poser la question, si à partir de cet acte qui permet de découvrir que l'administration publique congolaise, elle n'est pas neutre, elle est partisane, si le ministère de l'Intérieur devrait encore s'impliquer dans l'organisation des élections, tant que nous voulions que les élections soient des élections libres, démocratiques, crédibles et apaisées. Je dis non. Et à mon avis, ça pose un problème de confiance entre les partis politiques et le ministère de l'Intérieur, entre la population et le ministère de l'Intérieur, parce qu'on se rend bien compte qu'il manque la volonté d'aller véritablement vers une élection libre. Et on veut agir selon un principe qui est bien connu. On ne peine pas les élections qu'on organise. Le PCT considère qu'il est au pouvoir. Il veut avoir la maîtrise de tout le système électoral, même en violant les lois et les règlements de la République. Et à mon avis, ce n'est pas une bonne chose. C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste à l'investiture d'un président ami. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Le lendemain, investiture d'un autre président, réélu lui aussi pour un troisième mandat, et rebelote. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Alors, avec ses 37 années à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso serait-il le maître? Si le surnom d'empereur se veut élogieux, il sonne gênant tant il évoque tacitement les coups de force de cet homme né il y a 77 ans à Edou, au centre du Congo. Son ascension débute aux côtés du capitaine révolutionnaire Marien Ngouabi. Nous disons que la révolution, c'est surtout l'affaire des jeunes. Pourquoi? C'est parce qu'une révolution socialiste ne se fait pas en un jour. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. En 1979, l'ancien agent des renseignements et ministre de Ngouabi, assassiné en 1977, accède au pouvoir. Sa trajectoire est stoppée net. En 1992, il est battu lors de l'élection présidentielle face à Pascal Lissouba. Je ne peux pas dire que le marxisme est imprégné d'une manière aussi profonde que ça l'esprit ou l'âme africain, en tout cas l'esprit ou l'âme congolais. Il s'agit d'une sorte de mode. Et je peux dire que cette mode est passée. Le Congo s'enfonce alors dans un cycle de violence. Amer, le vaincu entame sa traversée du désert. 5 ans d'exil à Paris, mais revient plus déterminé que jamais et préparé. Il reconquiert le pouvoir par les armes en 1997, après 5 mois de guerre civile, grâce au soutien décisif de l'armée angolaise. Garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. En 2002, 2009 et 2016, des présidentielles sont organisées. Les opposants font campagne sous la pression d'un pouvoir tout-puissant. Et beaucoup terminent en prison après le scrutin. Les gens ont peur. Et parce que la mouvance est tentée de traquer l'opposition. En 2015, nouveau coup de force. Denis Sassou Nguesso change la Constitution lors d'un référendum contesté par tous, sauf par lui et son parti. Le 21 mars, il briguera un 4e mandat et pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2031. Et aujourd'hui, les Congolais suivent parce qu'ils découvrent
ils découvrent tout ça et les gens se rendent compte de cette situation qui est véritablement malheureuse. Maintenant, le deuxième point que je vais poser par rapport à ça. Le ministre Boulot a sorti une note circulaire demandant au préfet de s'occuper déjà d'un certain nombre de problèmes dont les décédés, tout ça, en vue de la préparation de l'élection présidentielle par la révision extraordinaire des listes électorales. Mais pourquoi le ministre Boulot le fait? Alors qu'il sait qu'il a été dit à Dolisie que cette méthode ne permet pas d'avoir une bonne mise à jour du fichier électoral. Il faut que le ministre Boulou explique aux Congolais pourquoi il le fait. Et nous le savons déjà. Il sait aussi que ça ne permet pas la maîtrise du corps électoral. Mais pendant les 5 ans, de 2021 à 2025 maintenant, probablement 2026, qu'est-ce que les structures chargées de suivre les questions des élections ont fait pour nous garantir une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? Je dis absolument rien. Mais vous devez être sanctionné. Et vous venez maintenant dans la précipitation, essayer de nous faire un certain nombre de choses. Nous n'avons aucune responsabilité. Et nous disons que ce n'est véritablement pas sérieux qu'on puisse aller. D'autant que nous allons faire le lien avec le point qui vient après, c'est la conférence des préfets. Par un texte du 31 mars, on a nommé les préfets. Ils ne sont pas encore installés. C'est pour ça qu'il y a la précipitation. Les préfets ne sont pas encore officiellement installés. Non, ils ont une conférence des préfets sous l'autorité du ministre Boulou, mais qui a déjà annoncé et qui a dit clairement que c'est pour s'occuper des opérations préélectorales et électorales. Mais regardons un peu ces préfets. Que sont-ils? C'est comme si le Congo n'avait pas une école nationale d'administration. Et je pose la question au ministre de l'Enseignement supérieur. Je pose la question au ministre Boulou. Si, depuis que l'école nationale d'administration existe, nous n'avons pas formé des administrateurs, des personnes qui, par leur fonction, doivent avoir le respect de la neutralité, doivent ne pas être partisans. Alors, qu'avons-nous fait? Je pose aussi la question au ministre de la fonction publique. Qu'avons-nous fait? Parce que quand on regarde la liste des personnes qui ont été nommées comme le préfet, il s'agit des militants, des membres du Parti congolais du travail, il s'agit des militants de certains partis de la majorité présidentielle, mais qui sont là pour régler le problème afin de dire le président Sassou est le candidat, il faut qu'il soit élu. Prenez la liste, vous verrez déjà qu'il y a 4 ou 5. Je ne cite pas leur nom. Il y a 4 ou 5 qui sont des membres du comité central du Parti congolais du travail. S'ils sont membres du Parti congolais du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en décembre 2019, ils ont fait partie des 2588 congressistes qui unanimement ont décidé de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Vous pensez que ces membres du comité central sont venus là pour que le président Sassou échoue? Mais c'est la machine qui est mise en place. C'est la machine qui est mise en place et ce n'est pas du tout sérieux. Bon, il y a là-dedans des personnes de la force publique qui sont nommées préfets parfois dans le pool par préfet à Brazzaville et autres. Mais la question que je pose, est-ce que les personnalités qui ont été nommées préfets, sachant qu'elles sont de la force publique, savent que la force publique doit être neutre? Et comme certains d'entre eux ont 20 ans d'ancienneté à ces postes, 7 ans ou 10 ans, mais ils ont déjà été formés au moule du Parti congolais du travail. Et ils travaillent maintenant dans l'esprit que les révisions des listes électorales, tout ce qui leur sera confié. Mais ils vont faire en sorte que ce soit le candidat du Parti congolais du travail qui devrait être élu. Et ça, à notre avis, ce n'est pas du tout intéressant. Alors, c'est pour ça que lorsque le ministre Boulou prend la parole, avant que ces préfets n'aient été officiellement installés, pour dire que 2025, c'est une année importante, il faut qu'au cours de cette année, les opérations préélectorales et électorales soient lancées et finalisées. Mais les membres du Parti congolais du travail et les militants
du Parti congolais du travail et des partis de la majorité qui ont été nommés comme préfets, ils ont la mission de travailler. Et j'attire l'attention surtout des partis de l'opposition pour qu'ils se rendent compte que le travail qui se fait n'est pas un travail qui permet la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Et c'est ça. Et quand j'ajoute l'information que le ministre Mboulou donne lui-même, c'est la conférence des préfets élargie au président des conseils départementaux et municipaux. Mais vous savez bien que tous les conseils départementaux et municipaux, mais ce sont des membres du Parti congolais du travail. Sinon, à la limite, les membres des directions des partis de la majorité présidentielle. Donc, vous voyez bien que c'est le PCT. Le PCT est en train de mettre en place sa machine au niveau de l'organisation de ces élections pour dire que cette élection ne sera ni transparente ni apaisée. Et c'est véritablement dommage sur cette question. Et je crois qu'il faudrait qu'on y revienne là-dessus. Maintenant, quels sont les problèmes importants? Mais les problèmes importants, ils sont là. Le ministre de l'Intérieur, quand il commence à parler de concertation, il va faire la concertation avec qui? Est-ce qu'il a expliqué aux gens pourquoi lui, en tant que ministre chargé entre autres de l'administration du territoire, n'a pas appliqué l'article 31 et il a la loi sur les partis entre ses mains? Parce que l'article 31 dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par un parti ou un groupement politique, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti en question et ordonne la fermeture de ces lieux. Alors, le ministre Mboulou, qui est membre du bureau politique du PCT, au lieu de suspendre le PCT, non, il vient nous divertir en prenant les membres du PCT, en organisant la conférence des présidents, en leur donnant des missions pour qu'ils disent non. Et nous exhortons le président de la République à avoir un regard tout particulier là-dessus, parce que c'est une situation intolérable. C'est de la tricherie, c'est de la fraude. Et à ce niveau, on ne peut pas se le permettre. À ce niveau, on ne peut pas se le permettre. L'autre aspect que je vais aborder, et je crois que le ministre Mboulou le sait, au vu des correspondances qu'on lui a envoyées, au vu des déclarations que nous avons faites, le président Denis Sassou Nguesso est président du Parti congolais du travail. La question qu'on pose au ministre Mboulou, quand il appelle les préfets, tout ça, c'est sous les ordres du président de la République ou sous les ordres du président du Parti congolais du travail. Le ministre Mboulou ne sait-il pas que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes? Est-ce qu'il est possible que le ministre Mboulou explique aux Congolais si le président de la République, qui est président du Parti congolais du travail, ce qui signifie qui a violé la Constitution alors qu'il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que le ministre Mboulou se sent bien dans sa peau? Mais les Congolais le savent maintenant. Que voulez-vous faire du Congo? La conservation du pouvoir. Mais la conservation du pouvoir, il faut également respecter les aspects de l'alternance démocratique. On a changé la Constitution. Vous voyez bien que vous êtes rattrapés. Parce que toutes les raisons que vous avez avancées, vous n'en avez respecté aucune. Et quand le ministre Mboulou fait ce qu'il fait, évidemment, c'est difficile. Maintenant, l'autre aspect, mais le ministre Mboulou qui parle, il veut faire respecter la loi lorsqu'il s'agit rien que de la conformité à la loi au niveau des partis. Encore de lui-même, il s'est mis dedans en signant un arrêté dans lequel il fait des partis qui ne sont pas conformes à la loi, ce qui est une situation véritablement grave. Le ministre Mboulou ne sait-il pas que le président de la République a prêté devant le peuple et la nation, devant la nation et le peuple, le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Je peux même ajouter qu'il a également prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Si on rentre en profondeur de ces deux aspects, on va se rendre compte que le président de la République n'a pas respecté la Constitution. Et si je prends un exemple de non-respect de la Constitution, je peux dire que le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine depuis 2002.
Ça veut dire quoi? Il ne l'a pas déclaré en 2002, il ne l'a pas déclaré en 2009, il ne l'a pas déclaré en 2016, il ne l'a pas déclaré en 2021. Vous voyez bien que c'est une situation extrêmement préoccupante. Et moi, je pose la question aux hommes de droit, parce que cette condition n'est pas très bien apparue dans l'article 69, je crois, qui définit, 66 qui définit les conditions pour être candidat à une élection présidentielle. Moi, quand je suis ça, je dis que le président Sassou n'est pas dans une condition qui lui permet d'être candidat. Et si on était dans un pays sérieux, le président Sassou, le président de la République, aurait déjà eu à rendre compte à la fois au Parlement, à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Mais évidemment, il ne peut pas avoir de problème, puisque c'est le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui a présidé le Congrès en 2019 et qui a parlé à haute et intelligible voix pour dire unanimement les 2588 congressistes ont décidé de reconduire le camarade Denis Sassou Nguesso comme le président du comité central du parti. Est-ce qu'on peut aller à une élection comme ça? Est-ce que les institutions au Congo sont sérieuses? Je dis non par rapport à ce problème. Et après, on va parler de paix. Mais vous posez des actes pour contribuer à la perturbation de la paix. Vous violez la Constitution, vous pensez être au-dessus de tout, vous pensez en imposer aux Congolais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne tirez pas les leçons de la guerre du 5 juin 1997, pour laquelle les Congolais sont ressortis avec un bilan de près de 400 000 morts. Pourquoi vous êtes toujours dans cette vision de la force, etc. Au lieu de parler de la force du droit, vous parlez du droit de la force. Mais les Congolais n'en sont pas là. Ils veulent maintenant vivre tranquillement. Et c'est pour ça que l'on est préoccupé quand on suit les émissions de Télé Congo, quand on suit certains réseaux sociaux. Entendre les gens dire le président de la République, président du Parti congolais du travail, doit déclarer sa candidature. Non, ne faisons pas ça. Si nous faisons ça, nous n'aimons pas le pays. Et si on aime le pays, il faut respecter les lois et les règlements de la République. D'autant de ce que je dis, en tant que respect de la loi, j'ai été préoccupé lorsque l'honorable président de l'Assemblée a déclaré devant les députés que le président Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel de son parti et de la majorité des Congolais. Non. Le président de l'Assemblée nationale doit savoir que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Sous d'autres cieux, l'Assemblée l'aurait déjà interpellé. Mais au Congo, comme c'est le système, et comme on se bat pour garder les mêmes avantages, évidemment, on ne veut pas bouger, on ne veut pas faire un certain nombre de choses. Donc, je voulais rappeler ça pour dire que les manœuvres qui sont en train de se jouer, on les suit. Ça ne grandit pas le Congo. Ça ne grandit pas les hommes politiques congolais. Surtout lorsqu'ils ont parfois été appelés à jouer des rôles importants dans les médiations internationales. Il est triste pour nous que nous jouons des rôles importants dans les médiations internationales et que dans notre pays, notre propre pays, nous ne soyons pas capables de respecter la Constitution. Et à l'attention du ministre de l'Intérieur, je rappelle les déclarations du président Sassou parce que j'aime toujours prendre du plaisir à les rappeler. Lorsqu'il a dit que j'insiste pour dire que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée et que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais pourquoi le ministre Boulou ne l'applique pas dans son travail au niveau du ministère de l'Intérieur? Comment nous, les citoyens, nous allons voir le président Sassou après de telles déclarations? Il a violé la Constitution. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les sanctions soient prises. Non. La sanction du ministère de l'Intérieur, c'est de dire les partis qui ne sont pas conformes à la loi, encore des partis que lui a décrété, ne prendront pas part à la concertation nationale. Mais il faut qu'il ait le courage que le Congolais qui n'a pas respecté la loi, qui a violé la loi, n'a pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais c'est clair comme de l'eau de source. Et ensuite, je rappelle ce que le président Sassou a déclaré dans son message sur l'état de la nation en 2020. Il a dit clairement que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à
emprunté le chemin dangereux, hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Maintenant, expliquez-moi pourquoi le président Sassou est dans l'anticonstitutionnalité. Pourquoi il a choisi ce chemin hasardeux et dangereux? Ne pense-t-il pas que cela peut avoir des répercussions sur la paix? Pensons-nous, quand on veut se battre pour être à la tête, malgré les bilans que nous avons et que les Congolais connaissent, nous pensons à nous-mêmes ou nous pensons à l'intérêt de la nation congolaise, que nous pensons à l'intérêt du peuple congolais? Je crois que tout ce que le ministre de l'Intérieur est en train de faire, parce qu'il est en train de mettre un dispositif d'organisation des élections qui est basé sur le système du Parti congolais du travail, parti qu'il aurait dû et qu'il doit sanctionner par rapport à la loi que lui-même il a présentée devant le Parlement. Et l'article 31, il est très clair, il peut d'ailleurs le revenir. Alors vous voulez nous amener comme ça, dans une aventure. Vous ne respectez pas la loi. Vous voulez que les Congolais, parce que vous avez apeuré les Congolais. Vous pensez que la force publique est de votre côté et qu'elle continuera toujours à maltraiter les Congolais. Mais nous allons attirer l'attention de la force publique en disant que la force publique est apolitique. Elle n'a pas de camp politique. Elle doit œuvrer en respectant les lois et règlements de la République. Et moi, j'attire l'attention de la force publique en leur disant, maintenant que nous parlons, il faut qu'ils sachent que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle, qu'il a violé la Constitution du 20 janvier 2002, qu'il a violé la Constitution du 25 octobre 2020, qu'il n'a jamais déclaré son patrimoine et qu'il se bat pour la conservation du pouvoir. Et c'est véritablement dommage pour le Congo. Je crois que le Congo devait avoir une autre vision des choses et cette vision. Donc, nous avons voulu attirer l'attention du ministre de l'Intérieur en disant que nous sommes en train de suivre toutes les manigances du pouvoir et toutes les manœuvres. Et j'interpelle le ministre de l'Intérieur pour lui dire, je crois qu'après l'échec de ces 7 mascarades d'élections depuis 2009 jusqu'en 2022, je crois, il n'a aucun intérêt à vouloir encore faire une concertation nationale. Mais il faut aller respecter les lois et règlements de la République. Puisque vous vouliez du changement, vous faites évoluer les institutions. Vous avez fait évoluer les institutions. Le Conseil national du dialogue est là. Mettez-le en place. Même si vous faites tout pour remplir vos partisans, mais ils n'auront pas l'argument pour défendre la situation dans laquelle le Congo se trouve. C'est pour ça, chers téléspectateurs, que j'ai tenu à me pencher aujourd'hui sur cet aspect de la gouvernance électorale. Mais nous y reviendrons. Et j'interpelle le ministre de l'Intérieur pour lui dire, monsieur le ministre, au poste où vous êtes, vous devez défendre les intérêts du Congo. Vous ne devez pas défendre des intérêts partisans. Et défendre les textes du Congo, c'est respecter la Constitution. C'est respecter les lois et règlements de la République. Si vous respectez les lois et règlements de la République, tout en étant membre du bureau politique du PCP, vous devez suspendre le PCP. Et si vous suspendez le PCP, la conséquence est immédiate. Il n'y a plus de Sénat, il n'y a plus de Parlement. Et on voit, les Congolais doivent se retrouver pour définir qu'est-ce qui va se passer, pour voir comment relancer la vie, comment permettre au peuple. Si c'est ça que vous avez peur, si vous avez peur de votre propre bilan, si vous avez peur du respect des lois et règlements de la République, mais ne faites rien en espérant que vous allez une nouvelle fois tromper les Congolais. Les Congolais ont été suffisamment trompés. Et à notre avis, il faut que vous œuvrez pour que les choses changent. Moi, je suis à l'opposition. Et l'opposition à laquelle j'appartiens, c'est la vraie, je considère, moi, le peuple peut peut-être me démentir, que c'est la vraie opposition. Et par rapport à ça, nous veillerons à ce que les choses soient bien faites. Nous veillerons à ce que, en 2026, s'il y a élection, que les choses se passent selon les normes par rapport à une élection libre, démocratique, transparente et apaisée, organisée par une commission électorale véritablement indépendante, avec une bonne maîtrise du corps électoral, avec des listes électorales fiables.
Mais arrêtez-nous de faire ce que vous faites. Parce que même quand on vous demande l'informatisation de vos listes électorales pour que tous les Congolais voient clair, vous êtes toujours en train de cacher les choses. Ce n'est pas une bonne chose. Et j'exhorte le président de la République, puisqu'il est sénateur, pour lui dire que le Parti congolais du travail dont il est président n'est pas en conformité avec la loi. Et cette loi est claire. C'est la loi sur les partis. Et je crois que le président de la République a prêté conformément à l'article 77 de la Constitution, a prêté le serment de respecter, de faire respecter la Constitution. Sur la loi sur les partis, j'exhorte le président à agir pour que le Parti congolais du travail soit suspendu. Pas parce que j'ai un problème avec le Parti congolais du travail, mais parce que c'est la loi. Et j'ai été heureux d'entendre le président, lorsqu'il était à l'ouverture de l'audience solennelle de la Cour suprême, déclarer que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Et j'ajoute, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi doit s'appliquer dans toute sa vie. Donc, merci beaucoup. Et ma attention. Et nous aurons l'occasion de revenir sur les questions électorales. Parce que nous, les gens sont déjà en train de campagne sans avoir maîtrise des paramètres démocratiques. Une fois. Merci de ma attention. Nous nous retrouvons le samedi 19 avril, si je me trompe. Entre-temps, avant de vous lâcher, j'ai lancé au niveau de une campagne d'adhésion de notre partenaire. Les dispositions seront prises pour que vous en soyez largement informés. Et je pense que vous avez déjà l'information. Merci. Rendez-vous au 19 avril et à bientôt. Voilà, c'est fini.